Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Grégoire Delacour. Les livres, ils ont été importants pour moi parce que très très tôt dans ma vie compliquée d'enfant, chagriné par les coups du sort, je suis tombé dedans à l'âge de 10 ans et je crois que ça m'a littéralement sauvé la vie à un moment où j'aimais plus ma vie. Grégoire Delacour, c'est d'abord l'histoire d'une reconversion aussi surprenante que réussie. Pendant près de 2 décennies, cet ancien publicitaire a loué ses talents aux plus grandes marques avant d'écrire son premier roman à l'âge de 50 ans seulement. Ce sera L'écrivain de la famille en 2011, un coup d'essai qui sera suivi d'un immense succès, La liste de mes envies, adaptée au cinéma avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine. À chaque roman, Grégoire renaît dans la peau d'un nouveau personnage. Il y aura la première chose qu'on regarde, Danser au bord de l'abîme ou encore La femme qui ne vieillissait pas. Mon père, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès, est l'un des plus courts, l'un des plus percutants, l'un des plus violents de ses romans aussi. C'est un huis clos étouffant dans lequel un homme est confronté au prêtre qui l'accuse d'avoir abusé de son petit garçon. De ce sujet en prise directe avec l'actualité, Grégoire Delacour a su éviter tous les écueils pour livrer une fiction à la fois intime et universelle. Autant dire que j'avais très envie d'en parler avec son auteur, que j'ai retrouvé chez son éditeur au début du mois de mars. Bonjour Grégoire Delacour. Bonjour. Vous allez bien ? Ah bah oui, journée de la femme. J'ai vu des choses merveilleuses en arrivant, c'est que des gens dans la nuit ont collé des fausses plaques de rue avec des noms de femmes, il y a partout dans Paris, et on se rend compte qu'elles sont très peu présentes en fait, et c'est génial. Ça ouvre les yeux, je trouve ça formidable. Oui, il y a très peu de monuments même dans Paris qui sont dédiés à des grandes femmes de l'histoire. Et donc je trouve ça rassurant qu'enfin les femmes qui sont le vent desquelles on vient soient à l'honneur, enfin. C'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule journée d'ailleurs. Et oui, c'est vrai. Alors bon, on va se parler de votre nouveau roman, Mon père. Ouais. Mais moi, je veux vous poser la question rituelle pour tous mes invités. Alors, je pense que vous avez réfléchi avant de venir. Non. Non ? Bon, c'est pas grave. On essaye. Je suis spontané. Vous êtes spontané. Ouais. Alors, Grégoire Delacour, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux ? Les gens qui lisent sont plus grands. Plus heureux, sans doute. Enfin, le heureux, c'est un résultat. Mais ils sont plein de choses. Ils agrandissent leur vie, ils sont plus... ils ont un cerveau plus avec du vent dedans, avec du sable, avec de la musique, avec des mots, avec des improbabilités. Donc ils sont probablement plus riches et à l'arrivée plus heureux. Vous me parlez de vous un petit peu, non ? C'est ça que les livres ont fait sur... C'est l'effet que les livres ont produit sur vous, ça, non ? Ouais, les livres, ils ont été importants pour moi parce que très très tôt dans ma vie compliquée d'enfant, chagriné par les coups du sort, je suis tombé dedans à l'âge de 10 ans, chez Pagnol notamment, et je crois que ça m'a littéralement sauvé la vie à un moment où j'aimais plus ma vie. Et j'ai découvert dans les livres des promesses, des solutions, des îles, des horizons extraordinaires qui m'ont fait tenir en me disant je pourrais les atteindre un jour. Vous n'aimez plus votre vie à quel âge ? À 10 ans. À 10 ans, on n'aime plus sa vie ? Moi, j'aimais plus la mienne. Il n'y a rien de pire quand on est petit, qu'on n'aime plus sa vie et qu'on ne peut pas en changer. Alors les livres m'ont emmené loin. Donc les livres, c'était la bouée de sauvetage ? Ouais, la bouée de sauvetage, l'île à atteindre, la bouée pour apprendre à nager, la bouée amie, le doudou, c'était tout. C'était tout. C'est tout ce qui manquait à l'enfance, c'était les livres. Il paraît que vous êtes parti en pension. Au même moment, à l'âge de 10 ans. Avec des livres dans votre sac. 3 livres de Pagnol dans mon sac que mon père avait négligemment jeté, sûrement par culpabilité de me voir partir. Et j'ai lu ça très tôt et j'ai trouvé ça extraordinaire. De penser qu'il y a des familles heureuses qui s'aiment et qui se le disent. Et ça, je ne le savais pas. Et je me suis dit un jour, j'en aurai une. Vous étiez lecteur déjà à ce moment-là ou ce sont ces 3 livres-là ? Je lisais des livres de gamins, quoi, des bibliothèques vertes, enfin tout comme tout le monde. Mais là, c'est 3 livres qui sont des marqueurs importants qui m'ont fait comprendre le passage du livre enfant au livre adulte, au fond, à l'univers d'adulte. Parce qu'il y a des choses fortes quand même, avec Panis, avec tout ça. Il y a des guerres entre hommes, il y a des cruautés qui sont balancées à la tronche sur fond de pastis. Et tout d'un coup, je suis tombé dans le monde des hommes, de la brutalité, dans les cafés. Et je me suis dit, la littérature, les livres, c'est plus grand que des aventurettes de gamins en culotte courte, quoi. Et c'était fascinant. Et à ce moment-là, vous lisez tout le temps ? Je n'ai jamais arrêté depuis.
Ça fait 48 ans. Et je lis énormément. Les mauvaises années, 120 livres, et les bonnes, 280, 300. Est-ce que, comme moi, vous lisez plusieurs livres en même temps? Je m'y mets depuis très peu de temps. Ah oui, c'est vrai? C'est très récent, ouais. C'est très récent et je pensais pas pouvoir le faire. Je pensais que c'était assez sacré un livre, qu'elle allait rentrer dedans. Il y a quelque chose de religieux. C'est comme une église, on rentre et puis il faut attendre que la messe soit dite pour en sortir. Et finalement, je me suis aperçu que les livres, c'est comme les humeurs de la vie. On peut lire une tragédie le matin ou une comédie et vice-versa. Et maintenant, je peux avoir 2 à 3 livres en cours et j'aime bien au fond retrouver différentes familles, différents univers à différents moments de la journée. C'est comme la musique, hein, on peut écouter de tout à tout moment. Et ça, c'est très récent par contre, c'est assez drôle, je dois vieillir, je pense. Comment vous expliquez ça? Moi, je pense la curiosité, la compagnie confiante dans les livres, j'ai plus peur d'eux. Je pense plus que je trahis un auteur ou une histoire quand je le laisse reposer 3 jours et je le reprends après. Et puis je m'aperçois qu'il y a des temps de la dilatation qui est belle parfois dans un livre. D'attendre parfois ce qui va se passer, de laisser comme ça en suspens une femme qui court, paf, on la laisse, puis on revient 3 jours après, elle est toujours en train de courir. Donc c'est assez joyeux de leur fidélité aussi, leur attachement aux personnages qui ne bougent pas, qui vous attendent. Alors c'est typiquement moi ce qui m'est arrivé avec votre roman. Je n'avais commencé 1 ou 2 autres, et puis il est arrivé sur le coin de ma table, et j'ai commencé à le lire. Et j'aimerais dire que je l'ai lu d'une traite, mais quasiment. J'ai quasiment lu 80% de votre livre. C'est pas mal. Sans m'arrêter. Un samedi matin, j'étais complètement scotché, happé. Il pouvait se passer n'importe quoi autour. Un immeuble aurait pu s'effondrer. Je voulais lire ce qui allait se passer. Mon père, c'est un roman d'une grande violence, d'une grande urgence, d'une grande énergie aussi, à la fois par son format, parce qu'il est très court, peut-être un des plus courts que vous ayez écrit. Le 2e plus court, je crois. Et un des plus violents aussi. Qu'est-ce qui a nourri cette énergie, cette violence nouvelle? C'est sans doute une colère très ancienne, mais au sens presque religieux du mot ancien. Ça vient de très très loin. Peut-être c'est passé d'une colère qu'on m'a passée aussi. Ça vient sans doute de ce qu'on m'a appris au catéchisme avec saloperie de sacrifice d'Abraham qui m'a révolté à l'époque. Donc et c'est vous très racontez ancien. Au début du livre. Ouais, qui est très ancien, qu'un père soit capable de buter son gamin pour montrer qu'il obéit et qu'il ne s'excuse pas et que le gamin ne dit pas « papa, tu fais le con, là, qu'est-ce qui se passe? Tu pètes un plomb, quoi, rien ». Silence total. Et donc, on a été fossilisé dans ce silence comme étant la seule issue possible, la culpabilité. Donc, c'est un truc terrifiant. Et puis, donc, ça vient de loin, cette colère contre le mal fait aux enfants, contre l'incapacité des pères, la lâcheté de certains d'entre eux. Et il m'a fallu du temps pour oser affronter le sujet, pour oser mettre dans un huis clos le prétendu assassin, on va dire, tourmenteur d'un enfant, et le père de l'enfant, face à face, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui se cogne, qu'est-ce qui va se cogner entre eux. Il fallait que j'ai confiance dans mes mots aussi, il fallait que j'ai écrit d'autres livres, il fallait que j'ai lu d'autres livres pour dire cette fois-ci je me sens d'y aller, j'y vais. Et j'y suis allé sans filtre, c'est-à-dire que je me suis servi des mots pour écrire le silence. Et c'était très dur, il y a une grande violence à se dire c'est quoi les mots du silence. Quels mots je donne, quels mots je recueille sur les pages du livre pour donner à ces gens qui n'ont plus de parole. Et cette violence, elle est là, cette colère, elle est nourricière en fait. Et je suis allé au bout, je ne me suis pas filtré, j'ai travaillé dans le respect de tout, des victimes, même des coupables. Et je condamne personne, je pose des choses comme ça. Et c'est la crudité, cette violence mise à nu qui est terrifiante parce qu'elle est d'une vérité absolue. Vous savez, quand on lit un témoignage, un récit d'une victime, c'est de l'exactitude. Ce jour-là, il s'est passé ça, il pleuvait, il m'a mis sur ses genoux, c'est exact. Les actitudes, elles concernent très peu de choses. Elles concernent ce type-là, ce jour-là, ce jour de pluie. Un roman, on touche la vérité. On va beaucoup plus loin, on élargit tout, on touche l'universel en chacun, et tout d'un coup, je deviens le père, je deviens l'enfant, je deviens le salaud. Et ça, c'est fascinant. Ce qui est fou, c'est que vous dites que c'était le bon moment pour vous pour l'écrire. Il se trouve que c'est le bon moment aussi pour le publier, parce que vous avez déjà rarement été aussi raccord avec l'actualité. C'est l'actualité qui m'a attendu. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est très curieux, mais bon, c'est un hasard absolu. Je ne peux pas prévoir ce qui se passe, évidemment. Un romancier n'est pas dans le temps de l'actualité. C'est dommage que ça arrive si tard, cette actualité. C'est bien qu'elle soit enfin là, mais moi, je la connais depuis 48 ans. On parle notamment de la condamnation de Monseigneur Barbarin. Enfin, cette condamnation.
Oui. Il y a appel, donc on va voir ce qui se passe. Mais est-ce que c'est condamner un homme qui n'a pas dénoncé un crime et qui, théoriquement, aux yeux de la loi, est complice, de fait, à 6 mois de prison avec sursis, pour avoir laissé un de ses collègues sodomiser un gamin? Je trouve que c'est pas bien cher. Mais je n'ai pas à juger, la justice est là, mais justement, il y a quand même un problème de justice. Mais oui, il y a ça, il y a le film d'Ozon. Je trouve ça assez formidable que des artistes du niveau d'Ozon, eux aussi, aient envie de porter cette vérité artistique, romanesque, cinématographique, sur des sujets qui pourrissent nos vies, qui sont des épines comme ça dans nos cœurs et dans la peau des enfants. Et peut-être que ça va amplifier quelque chose, qu'on va passer de l'exactitude, c'est-à-dire du fait divers, à un phénomène plus grand de civilisation. Parce que c'est un problème de civilisation, ce qui se passe. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle quasi social d'un livre comme ça. Ceux qui vont tomber dessus, de la même manière que certains vont aller au cinéma voir Grâce à Dieu et se dire qu'ils pourront peut-être parler, c'est un livre qui va déculpabiliser sans doute certains de ses lecteurs par rapport à ce type d'abus ou d'autres d'ailleurs. Mais j'espère. Je n'ai pas écrit pour ça. Je ne suis pas du tout un écrivain militant ou politique. Ou moi, je travaille très seul et je fais ce qui est essentiel au moment où je le fais. Je ne me pose pas la question d'une réception possible, parce qu'il est probable dans ce cas-là que je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit, un infanticide, enfin des horreurs que j'ai pu faire dans d'autres livres, parce qu'un éditeur raisonnable dirait, enfin t'es fou, ça ne va pas se vendre, qui va lire l'histoire d'un papa qui bute ses enfants ou l'histoire de mon père. Donc ça c'est dissocié. Par contre, dans le cas présent de mon père, je suis tout à fait émerveillé de l'accueil qui est fait à ce livre. Il y a un mot qui revient toujours, c'est choc, un livre choc, mais en même temps nécessaire, salutaire. Hier, j'étais à Bruxelles, j'ai eu une rencontre dans une librairie assez formidable, et parmi les nombreuses personnes qui étaient présentes, il y avait 2 victimes qui avaient lu le livre et qui étaient très bouleversées qu'un romancier soit à ce point aussi près de leur chagrin, de leurs maux. Et ils étaient contents que cette parole que je mettais dans la bouche de ceux qui n'en ont pas à ce moment-là, à ces enfants-là, soit juste pour eux. Et qu'elle elle ouvre un combat qui est au-delà de la colère, qui est au-delà de cette colère de victimes qui est beaucoup plus grande, parce que ces victimes, elles sont passées à casserole, c'est fini, il n'y aura plus de réparation. Ils sont à perpète dans leur chagrin, eux. Si Barbara est 6 mois de prison, le gamin, lui, il est à vie en prison, dans sa dépouille souillée. Et donc, pour moi, c'est intéressant que ce livre, il cogne comme ça le monde. Alors, il y a des gens qui disent « j'ai peur de lire votre livre, j'ai peur ». Et je dis « si vous avez peur, c'est bon signe, parce qu'un livre, il doit aussi cogner, parfois bousculer, agrandir les murs. Et si vous avez peur et que vous ne l'achetez pas, j'ai dit, vous êtes complice du silence. » Alors la dame, elle en a pris 2. Et c'est vrai que c'est un livre que le lire, c'est donner aussi la parole à ceux qui n'en avaient pas. Et lire ce livre, c'est déjà parler, c'est déjà écouter, c'est déjà recueillir la parole, parce que le problème, c'est de recueillir cette parole. C'est pour ça que les gens ne parlent pas, les gamins ne parlent pas, parce que qui va recueillir ça? Je suis assez curieux des réflexions que vous avez pu avoir autour de la forme de ce livre. Il est court, vous dites il est choc. Est-ce que vous avez coupé beaucoup de choses? Est-ce que vous êtes dit dans les descriptions par moments je vais trop loin? Comment est-ce que vous avez dosé un peu vos effets? Parce qu'on parle quand même d'effets en termes d'écriture. Jusqu'où je vais? C'est-à-dire, c'est un livre très très vite, je voulais faire un huis clos, très vite, pour pas qu'il y ait de gras, de trains, de vaches, de musique, des Sex Pistols. C'est pas le sujet, quoi. Il n'y a pas de décor, en fait. Il n'y a pas. Le décor, c'est l'église. Ouais. Et l'église, ça m'intéressait, parce que c'est un décor qui est très visuel. Tout le monde connaît une église, donc il n'y a pas à la décrire. J'aime pas perdre mon temps dans les descriptions, dans les livres. Le paradoxe d'une église, c'est que c'est un endroit de parole. La parole de Dieu est transmise, la parole de Jésus, la parole des évangiles. En vérité, je vous dis que, il est dit que, il a dit que. C'est un endroit où on donne la parole, et c'est l'endroit le plus silencieux au monde. C'est-à-dire tout le monde chuchote. Une femme qui marche avec des talons, elle marche à la pointe des pieds, elle ne veut surtout pas que ça claque. Donc il y a là ce paradoxe entre je viens de délivrer une parole et surtout il faut s'écraser la gueule. Et la première grande scène du livre, il vient, il met à sac le silence, il casse tout. Et ça fait un potin d'enfer dans l'église. Il va effracter
le silence. Il va aller voir ces corps qui nous imposent des choses, la statue de la Vierge, du bon Joseph, la croix de Jésus. Il va péter tout ça pour regarder s'il y a du bruit à l'intérieur, s'il y a une parole, il y a de la poussière. Et donc ça commence comme ça, par cette violence-là, effracter le silence. Et donc très très vite, dans la structure du livre, pour moi, c'était un face-à-face entre ces deux hommes, entre le vendredi, symboliquement le vendredi saint et la Pâque, où tout va se réveiller le dimanche. Après, il y a des sorties, parce que j'ai tout fait moi-même en tant qu'auteur. J'avais besoin d'air, j'ai besoin de sortir. Il fallait qu'il y ait des petites bribes de la vie d'avant de ces personnages pour qu'on comprenne pourquoi ce gamin est devenu une proie. Pour que le papa comprenne pourquoi il n'a pas su protéger son petit, pourquoi il n'a pas vu que le corps du petit hurlait. Et il ne l'a pas entendu, parce qu'on n'écoute pas le corps de l'autre. Et le gamin, il ne comprend pas son corps qui crie. Parce qu'il y a des souffrances physiques, des dommages terrifiants dans les viols d'enfants. Et donc, pour moi, la structure narrative, elle était, mais dès le départ, très claire. Après, je savais, puisqu'un des évêques que j'ai interrogé pour ce livre m'a dit « Ah, vous allez parler de ça. D'accord. Alors parlez. » Et ce petit mot, j'ai jamais oublié quand j'ai écrit. Il m'a dit « Si vous y allez, allez-y. Faites pas comme tous ces gens qui y vont sans y aller. Allez-y. Prenez votre liberté de romancier, racontez. » Et donc, j'ai décidé de raconter ce qui se passe quand un prédateur voit une petite proie, la séduit, l'entourloupe, la charme, la rassure, la caresse, la touche, la baise. Il fallait le raconter. Il fallait mettre des mots, puisque je parle du silence, je ne vais pas fermer ma gueule. Donc après, il fallait écrire ça. Il fallait décrire, donc j'ai lu beaucoup de témoignages, d'exactitudes dont on parlait tout à l'heure. Et je me suis dit, maintenant que je vais y aller, il faut que j'y sois à la bonne distance. Je ne peux pas faire un truc pornographique, je ne peux pas faire un truc cru, je ne peux pas faire un truc vulgaire. Il faut que ça soit à la bonne distance. Et la bonne distance, je l'ai trouvée en écrivant. C'est que le narrateur, c'est un dialogue indirect. Je ne dis pas, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ? Je l'ai embrassé sur la bouche, par exemple. Ce n'est pas le texte, mais pour que vous compreniez. Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ? Il dit qu'il l'a embrassé sur la bouche. Et ce « il dit » met la distance parfaite, puisqu'on devient spectateur de quelque chose qui a eu lieu, mais on n'est pas dans l'action, il ne revit pas. Quand il dit qu'il l'a embrassé sur la bouche, c'est son présent à lui. Et donc cette distance rend supportable, insupportable. C'est quelque chose que vous avez trouvé en écrivant, vous avez tenté plusieurs formes. Surtout sur cette scène-là et la scène où il joue avec son couteau. Là, c'était un peu compliqué de jamais verser dans le gore d'un côté, dans le vulgaire de l'autre. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit excité par ce qu'a fait le mec au petit, quoi. Il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un dosage entre le clinique, entre l'horreur et entre la maturité du regard du prêtre qui assume un moment, qui dit. Et pour moi, c'est une grande victoire d'avoir fait que ce personnage soit capable de dire voilà ce que j'ai fait, parce qu'il reconnaît une humanité à sa victime. Il le nomme, il met longtemps à le nommer, le prénom du petit. Il l'humanise. Et c'est ça qui devient terrifiant. Et à l'arrivée, il y a eu du désir avec une perversion d'amour, mais de l'amour quand même. C'est pas un violeur impulsif, les prêtres. J'en connais pas, alors il y en a peut-être qui ont eu des pulsions et qui ont égorgé et tué. C'est pas Émile Louis. On est dans un rapport de séduction comme un couple hétéro-homosexuel adulte, consentant, qui prend le temps de se séduire, de tout ça. C'est les mêmes rites, c'est les mêmes trajectoires, c'est les mêmes promesses, c'est les mêmes secrets, c'est le même langage. Et ça s'arrête quand ou le prêtre se fait choper ou le gamin veut plus. Et puis il en trouve un autre. Mais ils sont dans une relation longue. On n'est pas dans la pulsion, ce qui est 10 fois pire pour le gamin. C'est un roman comme ça qui va marquer, qui va choquer certaines personnes. On est presque un peu à rebours de ce que je disais au début. Ça rend pas les gens très heureux, ce livre. C'est drôle ce que vous dites, parce que la première rencontre que j'ai eue en librairie, au Beau Titre, à Levallois, le jour de la sortie du livre, j'ai été interrogé par le libraire, qui a adoré le bouquin, et il a dit, c'est un livre dur, c'est probablement votre livre le plus sombre, et pourtant quand j'ai fini, je me sentais bien. J'étais content. Ouais, c'est ça. Et je crois que ça peut rendre heureux un livre comme ça aussi, d'abord parce qu'il existe, d'abord parce qu'on ose en parler, parce que la littérature est là pour éclairer le monde, et pas le mettre dans l'ombre, et que finalement, c'est tout ça et c'est que ça. Je peux décider que ça s'arrête. Et la capacité qu'un livre comme ça peut rendre heureux, c'est de faire sentir au lecteur qui peut dire il faut que ça s'arrête. Et rien que de dire maintenant on va dire non à ça, ça rend prodigieusement heureux de penser que ça peut s'arrêter. Et ça va s'arrêter.
Ce qui est fort aussi, c'est qu'on lit beaucoup de romans bons, très bons ou pas bons du tout, où les gens racontent leur vie en ce moment, depuis quelques années. Oui, ça fait un petit moment, mais je veux dire, voilà. Ce qu'on appelle l'autofiction. L'autofiction. Vous, c'est pas du tout le cas. Les gens pourraient se poser la question, et j'imagine que quand vous allez faire des dédicaces, vous rencontrez des gens, ils vous demandent si c'est votre famille, de près ou de loin, qui était victime de ça. Mais non. Et qu'importe. Qu'importe. Ouais. C'est l'exactitude, je vous dis la vérité, l'exactitude, on s'en fout. C'est la vérité romanesque qui triomphe. Oui, et je le dis dans le livre, moi j'étais en pension, je raconte des nuits dans les dortoirs, j'y étais. Les choses nous ont frôlé, nous les mômes. Il y en a qui malheureusement étaient emportés par les ailes des frôleurs. Après, oui, on a baigné là-dedans, il n'y a pas à se cacher, on est nombreux. Moi, je commence à avoir beaucoup de témoignages de gens à qui c'est arrivé, qui sont de mon âge. Ça correspond à une époque aussi curieuse où les prêtres, ces prédateurs-là, qui ont 70 ans, on va dire aujourd'hui, ont baigné dans une culture de garçons qui vient, je pense, ça engage que moi, je ne suis pas historien, mais de cette idéologie que le nazisme avait fait triompher, le corps sublime, la blondeur, qu'on a retrouvé dans les collections Signes de Piste, qu'on a retrouvé dans les dessins de je ne sais plus comment il s'appelle, Prince Éric, tout ça, vous voyez, tous ces corps, ces bandes de garçons nus ou pratiquement nus dans la rivière, le scoutisme, les garçons en colonie, on ne se posait pas de problème, il y a des garçons, il n'y avait pas de malice. Et puis les prédateurs sont rentrés là-dedans et en ont profité en disant on ne fait rien de mal, sinon Dieu nous empêcherait. Et ils viennent eux-mêmes d'une culture où ça n'a jamais été sanctionné, ça n'a jamais été dit c'est pas bien, il y avait une littérature là-dessus, il y avait des dessins, il y avait des corps beaux, c'était beau les corps des garçons, voyez. Et il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de sœur. Et c'est aussi une génération qui a été baignée dans ce flou-là. Et on a laissé faire. Et ceux qui étaient à la tête de ça ont laissé faire, puisqu'ils participaient eux-mêmes à la cueillette du corps des petits garçons. Et c'est monté en système dans l'Église, c'est monté en système dans les familles. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle beaucoup de l'Église, 80% des cas d'inceste ont lieu dans les familles. Le silence d'une mère est effrayant. Il est aussi effrayant que celui de Barbara. Une mère qui sait que son mari va sauter sa fille de 7 ans est terrible. La meute d'une famille qui se protège et qui est prêt à condamner le plus faible, c'est-à-dire l'enfant victime, ça arrive tous les jours. Donc c'est tout ça que je voulais remuer un petit peu. C'est intéressant parce que ces derniers mois, ces dernières années, sur les réseaux sociaux, les internautes ont beaucoup profité de l'anonymat ou pas d'ailleurs pour dénoncer des prédateurs sexuels dans des affaires. Il y a l'affaire Weinstein qui a déclenché beaucoup de choses. Ces histoires dont vous parlez dans Mon Père, c'est moins le cas. On sent quand même qu'il faut d'un romancier, il faut un cinéaste pour aller chercher ça, pour aller raconter ces histoires-là. Même les réseaux sociaux n'ont pas libéré la parole dans ce domaine-là. Non, les réseaux sociaux, j'en parle avec prudence parce que j'y suis pas et c'est quelque chose de très... c'est comme un pétard, quoi. Ça fait du bruit, mais on ne sait pas la déflagration, ce que ça fait. Il y a beaucoup, sous couvert, vous le dites, d'anonymat, de règlement de compte, de méchanceté. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. On ne sait pas après la vérité. Le problème, c'est que dire du mal de quelqu'un, il m'a violé, il m'a mis une main au cul, j'en sais rien, on fait la une. Alors, je parle avec des grands guillemets sur Luc Besson qui aurait eu des comportements dits déplacés, je veux bien, hein. Mais il y a une affaire, une de ces affaires qui a été classée sans suite. Et s'il fait la une, Besson prédateur, classé sans suite, 2 petites lignes au fin fond du journal. Donc il y a aussi un truc d'équilibre qui n'est pas juste sur la dignité d'un homme. Sur ce cas-là, maintenant, après, elle fait peut-être appel, j'en sais rien. Mais hier, un des 2 garçons qui était dans notre rencontre, qui était donc victime, me disait que la difficulté, pour lui, c'est quand il va dire ce qui lui est arrivé 20 ans après, 30 ans après, quand enfin il a le courage et les mots, le juge lui dit « Oui, mais il me l'a dit hier. Oui, mais j'ai pas de preuves. » Il lui répond « Mais c'est mon corps la preuve, c'est ma vie, c'est tout ce qui a été cassé en moi, c'est mon incapacité à avoir rencontré une femme, à avoir pu me mettre en couple. » « Oui, dit le juge, mais j'ai pas la preuve. » Et ça, c'est plus terrible que tous ces trucs des réseaux sociaux, c'est que tout d'un coup,
il faut faire très très attention dans ce qu'on balance, parce que aider ces gens-là, c'est aussi leur donner ce bénéfice du doute, c'est recueillir leur chagrin avant de dire « ouais, il dit des conneries ». Et toutes ces paroles s'abîment parce qu'elles s'annulent entre les paroles de haine, les paroles « tiens, je vais faire chez mon chef, je vais dire qu'il m'a mis une main ». Et on n'est plus dans la rigolade, là. On touche à la vie des gens. Il y a des gens qui peuvent se jeter d'une fenêtre parce qu'il faut faire quand même très très gaffe. Ce qu'il y a de beau, c'est nous, c'est l'humanité, c'est d'être vivant. Il ne faut pas, sous couvert d'un bon mot, d'une méchanceté cachée sur un Instagram ou un Facebook, détruire des gens. On n'a pas le droit de faire ça. Je trouve ça intéressant, peut-être même curieux que vous, avec votre première vie de publicitaire, vous soyez pas plus présent sur les réseaux sociaux et vous n'ayez pas de compte Twitter et que vous vous êtes intéressé à un moment donné. J'ai mis un petit compte parce que ici, chez mon éditeur, on m'a dit c'est bien pour tes livres, pour en parler. Alors je fais confiance, moi j'essaye, c'est une technologie que je connais pas. Je sais pas quoi mettre. Et comme j'ai pas envie de parler de moi, de montrer mes pompes que les gens connaissent, ni de ce que je bouffe, ni où je suis, tiens, je suis dans un parc, un beau platane. Je me suis dit, ça ne m'intéresse pas de ne pas intéresser. Je veux dire, je fais des livres. Et je pense que si les gens s'intéressent à ma vision du monde, je fais des romans. Je n'ai pas fait une photo de ce que je bouffe ou de chiens. J'ai pas envie, c'est privé. Et puis de quel droit je vais emmerder, polluer le monde avec mes crottes de nez, quoi. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Et si c'est pour en faire quelque chose de commercial, pour moi, c'est antithétique de ce à quoi ça sert. C'est des albums photos privés qu'on montre à tout le monde. Je ne vais pas montrer mes enfants, j'ai pas envie. Donc, voilà. Et si c'est pour utiliser ces réseaux sociaux pour vendre des produits, je trouve que c'est une négation même de cette soi-disant liberté sur les réseaux sociaux, bien que les organisateurs des réseaux sociaux vous vendent comme des produits de la merde au kilo et gagnent des milliards sur votre dos. Ça ne m'intéresse pas tout ça, cette illusion. Je trouve que les gens, quand vous passez à midi devant un restaurant, il y a des gens qui déjeunent à deux, on peut supposer qu'ils sont contents de se retrouver, de passer 1h30 à deux. Il y a 90% du temps un des deux qui a le nez plongé dans son téléphone. Je me dis à ce moment-là, bouffe chez toi, quoi. Et je trouve ça triste que ça prend trop de place dans nos vies, que ça prend du temps. Et le temps, c'est ce qui manque pour lire des livres. Et on en revient à votre question, être heureux. Il faut que les gens retrouvent du temps à eux, parce que le livre prend du temps. Tout le reste ne prend pas de temps. Mais quand on fait Facebook, Instagram, 3 photos de ce qu'on mange, on n'a pas lu 3 chapitres. Si vous étiez toujours dans la pub, vous seriez comme ces gens-là, avec leur téléphone? Non. Non. Ça n'a rien à voir? Non, moi, je n'ai pas mes mails, je n'ai rien sur mon téléphone. Je ne suis pas dans cette frayeur de ne pas être contacté ou cette angoisse de ne pas être vu. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand quelqu'un envoie une paire de chaussures ou sa salade du jour et qu'il est 20, pas beaucoup plus, 20 likes. C'est-à-dire qu'il y a 20 mecs, 20 bonnes femmes qui disent « Ouais, c'est super ta salade. » Putain, on n'a rien à foutre, quoi. Non, mais c'est terrifiant. Moi, je viens d'un temps où il n'y avait pas cette illusion d'urgence. Je partais en pension le dimanche soir, je revenais le samedi, j'appelais pas mes parents toutes les 2 minutes, ils m'appelaient pas. Tiens, il est en retard aujourd'hui, est-ce que le train est du retard? On s'en fout. Puis à un moment, je sonnais à la porte. Ah, t'es là, salut. Il n'y avait pas cette angoisse. Il y avait des promesses. Moi, je disais, je sortais avec des copains le samedi soir. Mon père me disait, t'es là à minuit, j'étais là à minuit. C'est pas, t'es où? Vous savez, vous arrivez en avion, les gens prennent le téléphone. T'es où? Je viens d'arriver. Mais ça va, je sais que t'es arrivé, c'est bon. Donc, il y a, je sais pas, il y a un besoin de pas être seul, peut-être. Et pour pas être seul, lisez des livres. Alors, on m'a expliqué ça l'autre jour à propos des réseaux sociaux et des sites internet en général. C'est le syndrome du FOMO, le Fear of Missing Out. Et donc, en fait, quand vous avez une espèce de scroll infini sur votre Twitter, sur votre Facebook, vous avez l'impression qu'il y aura tout le temps une information que potentiellement vous pouvez rater. Donc, ça vous donne déjà envie de rester tout le temps pour suivre, pour rechercher un truc que vous n'avez pas trouvé. Et puis, si vous avez arrêté pendant 5, 10, 15 minutes ou 5 heures, vous savez qu'il y aura des choses à rattraper. Et donc, vous êtes tout le temps en train de courir après une prétendue information qui pourrait... Qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une. C'est fou, hein. Ah, moi, je suis fasciné par les gens qui font ça. Mais bon, c'est leur vie. La vie, elle est super courte. Et quand on quantifiera, on dit, putain, j'ai passé l'équivalent de 2 ans et demi à scroller. Et que tu as appris quoi? Je sais pas, que Tata, elle a changé de coiffure, que Lagerfeld est mort. Ça, tu le savais sans scroller, quoi. Et quoi d'autre?
c'est tout. Mais si vous étiez toujours dans la pub aujourd'hui, vos clients vous demanderaient quelle est ta stratégie pour Instagram, Twitter. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est moi j'aimais la publicité dite de masse. J'aimais la publicité qui a à convaincre 20 millions de personnes d'un coup un dimanche soir à 20h30 avec un 30 secondes. J'aimais la publicité qui crée de la valeur, qui crée de l'image, qui crée du contenu, qui crée de l'imagination, qui crée de la différence de prix. Pourquoi cette purée, je vais l'acheter à 1 franc de plus que l'autre? Comment on crée un franc de différence? Ça, j'adorais. Ce qui a tué la pub, c'est les moteurs de recherche. Avant, il y avait, vous avez peut-être connu la mère Denis, par exemple, qui a vendu des millions de machines à laver la vaisselle. Le linge, pardon. Aujourd'hui, on s'en fout de la mère Denis, qu'elle crève, quoi. On veut acheter une machine à laver le linge, on va taper machine à laver le linge, comparateur de prix, vous regardez combien vous avez dans votre poche, 300 balles, allez hop, je prends qu'est-ce que j'ai pour 300 balles. Et puis vous regardez la largeur, 40, 50, 60, on s'en fout. Donc qu'est-ce que je vais aller dépenser 15 millions pour vous dire, celle-là, elle est bien, elle va vous accompagner dans votre vie, elle va prendre soin du linge, de ce que vous aimez, vos petits-enfants. On n'a plus rien à foutre de tout ça. On est dans une sorte de consumérisme hystérique où on croit qu'on fait des affaires en permanence. Donc le rapport à la marque, le rapport à tout ça a changé. Les seules grandes marques qui restent, c'est les marques qui justement nous bouffent la gueule, les fameux GAFA, quoi. Et on disait à l'époque, quelques personnes me disaient « Ouais, vous dans la pub, vous nous manipulez ». Mais c'est jamais manipulé, on donne le choix, on dit « Voilà, moi mon produit il fait ça, l'autre le fait pas, c'est à vous de choisir ». Apple, Facebook, il faut interroger-vous sur qui manipule, quoi. Qui vous écoute avec l'enceinte. « Bonjour, il fait quoi la météo aujourd'hui ?» Puis pendant ça, ils enregistrent. Mais on donne toute notre vie gratuitement, quoi, à des gens. Donc ça, je crois qu'on se fait manipuler. Et en échange, on a ces fameux scrolls pour savoir que la tante a changé de coiffure. Mais non, moi je n'aurais pas pu faire ces pubs-là parce que je les trouve très invasives. Je trouve qu'on traque les gens, on achète des fichiers de gens et on voit ce qu'ils consomment comme lecture, comme site, comme contact. Et on dit, tiens, celui-là, il est en train de regarder des sacs. Je vais lui balancer des pubs de sacs. Je trouve d'une indécence. Alors ça, c'est dégueulasse. La pub, elle est pas... La pub, c'est les gens qui vont vers elle. Là, on rentre de façon très insidieuse dans la vie des gens. Et on est revenu à la réclame des années 50, vous savez, avec les coupons-réponses, les échantillons gratuits, tout ça. Sauf que c'est fait avec un écran joli, avec de la musique. Alors, on croit que c'est moderne, mais c'est du même archaïsme et de la même violence d'essayer de vous baiser la gueule. Moi, je sais pas vous, mais vous savez, il y a tous ces algorithmes, que ce soit sur Amazon ou sur Netflix, quand on regarde des fictions, on vous propose les mêmes choses. Moi, ça m'énerve beaucoup. Et Fnac l'a fait, c'est un des premiers à l'époque. Voilà. Si vous avez aimé. Mais moi, je trouve que c'est assez énervant parce qu'en fait, on présuppose ce que vous aimez. Et moi, je sais pas vous, en tant que... Si on parle juste des livres comme ça, moi j'ai lu votre livre et là en ce moment je lis un polar et après peut-être que je lirai un roman historique. Très bien. J'ai pas envie qu'on me propose tout le temps la même chose. Bah non, parce que 50 bouquins sur les abus d'enfants, je pense que vous allez péter un câble. Non, mais c'est vrai, mais c'est à nous aussi de dire va te faire foutre, quoi. Je suis pas ton conseil. Après, ils font leur job. Ils disent, si vous avez aimé ça, dans le même genre, il y a ça. Mais le même genre, j'emmerde, on ferme. C'est à nous aussi de mettre tout ça à bonne distance et de garder notre libre arbitre. Le problème, c'est qu'il y a des bœufs. Ah, vous avez aimé ça, il y a ça pour vous. Ah, il y a ça pour moi. Et puis en plus, on vous donne votre prénom. Cher Grégoire, ce sac est fait pour vous. Oh, il me parle. J'existe. Oh. Et puis après, vous êtes dans la rue, vous êtes 40 ploucs avec le même sac. Ah merde. Donc c'est voilà tout ça, mais je pense que ça correspond à un grand vide, un grand chagrin d'identité. On ne sait plus trop où on est. La politique se fout de notre gueule depuis quand même avant Sarkozy, quoi. Je veux dire, on n'y croit plus du tout. L'Église, on a vu qu'il était quelque chose de beau dans sa promesse. Hein, cette parole chrétienne, elle était quand même belle. On n'y croit plus, tout ça s'effondre. C'est compliqué, hein. On n'a plus grand-chose. Il faut reconstruire, et c'est ce qu'on essaie de faire, de reconstruire quelque chose. Sauf qu'en attendant, on se fait mettre un petit peu quand même tous les jours. Alors, on va finir sur une note positive. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous allez me donner quelques conseils de lecture. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Je lis énormément de choses. Là, j'ai commencé Sylvie Le Bihan. Je suis à la page 40, donc je vous en dirai plus. C'est son dernier livre, Amour-propre, qui est prometteur, qui se passe à Capri, et c'est fascination autour de la maison Malaparte, la villa Malaparte. J'ai lu le livre tout à fait charmant et bienveillant et très bien fait de Lorraine Fouché, qui sort chez Dormesson hier, qui s'appelle Tout ce que tu as à vivre. J'ai relis Selby,
Junior, dont je suis absolument fan et qu'il faut continuer à découvrir. Alors, c'est pas gay, hein, le démon, mais c'est sublissime. Ou Last Exit to Brooklyn, dont la nouvelle qui s'appelle Tralala, qui est une des choses les plus horribles que j'ai jamais lues, mais qui est bouleversante sur cette fille qui veut y arriver, qui n'y arrivera pas, dans les villes de garnison américaines en Allemagne après la guerre. C'est absolument sublissime, Selby. Et Selby Junior, c'est la plus grande liberté d'écrire. C'est-à-dire que le type est capable de foutre 75 points d'exclamation, il fait ce qu'il veut. Dans la forme, c'est fou. C'est sublime. Il a une liberté incroyable. Je relis mais régulièrement tout Laura Kachiske, qui est quand même très, très, très beau, surtout à ses débuts. Après, c'est devenu plus sûrement à la pression du public et des éditeurs, plus fabriqué. Et c'est un grand, grand auteur américain. C'est une femme de poète au départ, de Massachusetts, je crois. Une élégance d'écriture, toujours extrêmement bien traduit. C'est chez Christian Bourgois. Il y a, qu'est-ce que je lis énormément, je sais pas comme ça. Je regarde aussi je lis des bons scénarios mis en scène sur Netflix, parce qu'il y a quand même des séries qui me procurent un plaisir de rédacteurs, de dialogues, de situations, qui sont beaux comme les livres, faut pas déconner, c'est super bien aussi. Et quoi, par exemple? Et je boude pas mon plaisir. Là, j'ai commencé True Detective 3, et c'est d'une beauté saisissante, tant la deuxième était assez médiocre par rapport à la première. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La troisième, j'avais vu que 2 avant-hier. Waouh, tout est photo, c'est Eggleston des années 60, le photographe. Formellement, c'est très très beau. Tout ce que fait Jean-Marc Vallée et à tomber par terre. Il y a des choses très très belles, il y a des choses qui dérangent. J'ai été assez bluffé par 13 Reasons Why, de dire qu'on peut dire Netflix c'est méchant et tout. C'est pas vrai, ils mettent aussi de l'argent sur des sujets casse-gueule. Qui a osé faire l'histoire d'une gamine qui se suicide à l'école? Qui a osé faire sur l'anorexie des jeunes une série qui est incroyable? Donc il faut aussi se dire, il y a là des gens qui sont en train de mettre le doigt sur des sujets que la littérature n'ose pas trop, mais peut-être il est temps que les artistes, les peintres, les cinéastes, les romanciers abordent aussi des sujets un peu moins autofictionnels comme vous évoquiez, mais un peu plus des sujets du monde qu'on éclaire d'un regard d'artiste, entre guillemets, donc ces zones d'ombre. Une série Netflix par Grégoire Delacour, c'est envisageable? J'aimerais bien, ouais. Si je vous propose, vous y allez. Ah ouais, je craque tout de suite. Oui, parce qu'il y a un respect du travail, parce qu'il y a des moyens, parce qu'on est dans le sens d'une certaine histoire. Je suis un petit peu choqué, j'étais fan de Spielberg pendant longtemps, qui prenne une position un peu tranchée. J'ai envie de lui dire, Steven, n'oublie pas que ton ami... Scorsese, le nouveau Scorsese. Voilà, que ton Scorsese, personne n'en voulait à Hollywood, et que c'est un film assez épatant. Et tout d'un coup, les autres, Netflix, ont dit banco, ils ont foutu des millions de dollars. Quel bonheur que Scorsese, qui est quand même un des grands derniers dinosaures sublimes vivants du plus grand cinéma américain des années 70, on n'en veut plus de lui, c'est Netflix qui produit, quoi. Je trouve Spielberg un peu dur. L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, il y a de la place pour les talents. Ce qui est intéressant, c'est que le cinéma et les films en général, c'est une industrie dont effectivement les supports sont en pleine mutation. Ouais. Ce qui n'est pas le format de diffusion et de consommation, parce que la vie des gens les pousse à regarder sur leur écran d'ordinateur, même pas leur écran de télé, leur écran d'ordinateur, pour beaucoup. Le livre, lui, finalement, dans sa forme qu'on connaît depuis le début, ça change pas. La liseuse n'est quand même pas très répandue. C'est complémentaire, mais le livre, lui, finalement, c'est compliqué, ça reste pareil. C'est compliqué. C'est un objet assez sacralisé dans les maisons d'édition. Quand je dis c'est un produit, je me souviens une fois, j'étais ici chez Lattès où nous sommes, et j'avais parlé du produit. Ah, c'est un beau produit. Ah non, tu peux pas dire ça, c'est pas un produit. Putain, il y a un code barre, il y a un prix, il y a une stratégie, il y a du marketing, il y a un prix. La différence du livre avec tous les autres arts, notamment le cinéma, c'est que c'est une économie absolument inversée et dingue. C'est que vous vendez un produit gratuit. C'est-à-dire que l'auteur, on met de côté des petits avaloirs, c'est peanuts. Un avaloir, de toute façon, c'est très curieux parce que c'est quelque chose de pervers qui vous donne l'impression que vous êtes payé pour écrire alors que vous vous payez vous-même avec l'argent que vous n'avez pas encore gagné. Et en fait, quand vous amenez votre histoire, vous l'avez écrite, vous avez passé 1 an, 2 ans, 6 mois, peu importe, vous arrivez avec votre manuscrit, l'éditeur, lui, il reçoit un produit gratuit, qui sont l'histoire, les mots. C'est pas le mettre en forme, c'est pas ça qui coûte cher. Donc économiquement, c'est absolument saisissant. Parce que dès lors qu'il en vend plus de 10 000, on va dire, en gros,
mais c'est jackpot. Donc c'est une économie dingue, c'est pour ça qu'il y a autant de livres. On essaye, on ne sait pas ce qui va marcher. Un film, pour le faire, un film moyen français, il faut mettre 3 millions sur la table. Et c'est un petit film. Hein. Donc déjà, avant et des centaines dire moteur, de personnes qui travaillent derrière. Rien que pour dire moteur, pour faire la première ligne du film, c'est 3 millions. Un livre, c'est 0. Donc c'est fascinant. Donc on est dans une économie, dans un Grisby du livre. Économiquement, c'est quand même hallucinant, les profits, quand ça marche. Par contre, le livre doit se poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ne se vendent pas du tout. Ça veut quand même dire que la promesse d'évasion, de bonheur, qu'on évoquait au début et qui est le thème de votre émission, le livre tient peut-être moins ses promesses qu'avant, de bonheur. Donc il faut peut-être s'interroger de quoi un livre doit parler pour qu'il retrouve sa place de produit indispensable dans le plaisir, le bonheur de la vie des gens. Et peut-être qu'on les perd un peu parce qu'on oublie le monde et qu'on regarde autre chose. Comme vous dites, peut-être le nombril de soi, pas celui du monde. Ok, merci beaucoup Grégoire pour ce petit moment. Merci. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. D'ici là, à bientôt et bonne lecture.